réveil, c'est le morning. Merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. Il est 8h exactement et voici ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin. Israël a mis ses drapeaux en berne, cérémonie, hommage et une sirène qui mobilisera tout le pays pendant 2 minutes. C'est le jour du souvenir, un deuil national pour les soldats tombés au combat et les victimes du terrorisme. Et puis on en sait désormais un peu plus sur la cause du naufrage qui a fait 800 morts en Méditerranée. Erreur humaine du capitaine. Après avoir surchargé son navire, il s'est montré incapable de le manœuvrer et est entré en collision avec un cargo venu le secourir. Après 4 semaines de bombardements intensifs, l'Arabie Saoudite a mis fin à son opération au Yémen. Les Américains, de leur côté, dépêchent 2 navires de guerre vers les côtes du pays. Hier soir, la tension était à son comble au Camp Nou. Le PSG s'est finalement incliné face au Barça pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Zlatan n'a pas réussi à effrayer les Espagnols. Explication à suivre. Enfin, les Britanniques trépignent d'impatience. Le Royal Baby, numéro 2, est attendu dans les jours, voire les heures qui viennent. Les pronostics des bookmakers sur le sexe de l'enfant vont bon train et la tension monte doucement devant l'hôpital Sainte-Marie de Londres. Bienvenue à tous et on prend tout de suite la direction de Jérusalem au cimetière du mont Herzl où doit démarrer bientôt la cérémonie officielle pour le jour du souvenir. On retrouve sur place Daniel Haïk. Quel est le climat ce matin ? Bien, écoutez, un climat, on va dire, de deuil, de peine, de douleur ici pour les Israéliens qui viennent se recueillir sur la tombe de leurs proches, de leurs amis et des soldats disparus, tombés au combat pendant les différentes guerres de l'État d'Israël. Nous nous trouvons ici à l'intérieur donc du cimetière du mont Herzl, dans le carré des soldats tombés durant la guerre d'indépendance. Un carré qui est bien entendu naturellement moins fréquenté que les carrés des guerres plus récentes et c'est une manière d'une certaine manière de rendre hommage peut-être à ceux qui sont tombés pendant la guerre de l'indépendance que de mentionner par exemple le souvenir d'un homme qui s'appelait Moshe Willinger qui était le seul rescapé de toute sa famille qui a péri pendant la Shoah, qui était originaire de Tchécoslovaquie, qui est venu s'installer en Israël et qui est tombé pendant la guerre d'indépendance sans laisser donc de descendance. Il était le dernier maillon de la chaîne de sa famille et donc il est enterré juste derrière nous ici dans ce carré des soldats tombés durant la guerre d'indépendance. Alors Daniel, Israël va fêter dès ce soir ses 67 ans d'existence, 67 ans également de conflits successifs qui se sont succédés ces dernières années également à un rythme effréné. Est-ce que ces conflits ont banalisé petit à petit ce jour du souvenir ? Eh bien écoutez, si l'on doit se référer au nombre d'Israéliens qui fréquentent les dizaines de cimetières militaires à travers le pays durant cette journée du souvenir, eh bien non, certainement pas, puisque l'on parle de plus d'1 500 000 Israéliens qui doivent venir ici se recueillir dans ces cimetières militaires. Cela veut dire que le souvenir des soldats tombés au combat, auquel on a rajouté le souvenir des victimes du terrorisme il y a de cela une dizaine d'années, reste toujours très vivace. Cela fait partie de la réalité israélienne. On ne peut pas comprendre Israël sans comprendre ce qui se passe ici pendant la journée du souvenir, de voir ces milliers de personnes qui viennent, qui se recueillent, qui écoutent le récit héroïque pour certains des soldats qui sont tombés au combat. Eh bien cela fait partie de l'éthos israélien, c'est incontournable et cela ne s'est pas affecté, certainement pas du fait que peut-être dans le passé il s'agissait de guerres, on va dire conventionnelles entre pays et que depuis une trentaine d'années, eh bien Israël est confronté plus à une menace terroriste à travers les organisations terroristes qui l'attaquent. Merci beaucoup Daniel. Maurice, comment est évoquée cette journée du souvenir dans la presse israélienne ce matin ? La presse israélienne a 2 faces ce matin, la joie et les larmes, comme le titre Israël Hayom. Les larmes, c'est pour les 23 320 soldats tombés au combat depuis la création de l'État. Toute la journée, les familles endeuillées se recueilleront dans les cimetières militaires. Le deuil traverse de part en part Israël, mais ne divise pas le pays, a déclaré le président de l'État, et c'est la une d'Israël Hayom. Et bien entendu, la joie, c'est dans les éditos qu'on le trouve, ils sont dithyrambiques sur le succès d'Israël. Le retour dans notre patrie est un miracle sans précédent,
titre Israël Hayom. Le Yediot Ahronoth publie lui aussi les statistiques de l'indépendance. Comme d'habitude, à l'occasion de la journée de l'indépendance, la presse israélienne publie des statistiques sur le pays, mais le quotidien Yediot consacre sa une à la journée du souvenir avec ce titre « Un œil pleure » et à celle de l'indépendance, l'autre sourit. Yediot fait le point après 67 ans, les Israéliens sont plus nombreux, un peu plus de 8 millions, une démographie un peu plus dense, 6 villes de plus de 200 000 habitants et une espérance de vie un peu plus longue, 80 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes. Le Jérusalem Post, lui, revient sur une citation du Premier ministre. Oui, comme à son habitude, Benjamin Netanyahou profite de toutes les occasions officielles pour dénoncer le danger iranien. Les propos du Premier ministre font la une du Jérusalem Post. Évoquant la menace iranienne, Benjamin Netanyahou précise sa définition de l'indépendance. L'indépendance, c'est la capacité de se défendre, a-t-il dit. Le message est clair. Merci beaucoup Maurice. L'heure est donc, vous l'avez compris, au recueillement durant toute cette journée en Israël. Les cérémonies officielles ont démarré dès hier soir. Myriam Aman. La sirène du souvenir, qui marque l'ouverture de la cérémonie dédiée à la mémoire des 23 230 soldats tombés et des 2538 victimes du terrorisme. La journée de deuil a un goût particulier cette année pour les Israéliens, au lendemain de la guerre de Gaza, qui a coûté la vie à plus de 70 soldats. Dans son discours, le président de l'État a rappelé leurs souvenirs. La mission la plus difficile qui incombe au président de l'État est de rencontrer les familles endeuillées au cœur de leur chagrin et de leur tragédie. L'été dernier, j'ai voyagé à travers le pays. Je me suis rendu dans les maisons de jeunes hommes aimants et aimés qui sont tombés pour défendre le pays au cours de l'opération Bordure protectrice à Gaza. La géographie de la douleur, c'est ce que j'ai appris, traverse l'État d'Israël de part en part, mais ne le divise pas. Le chef d'état-major a lui rappelé la mission de l'armée de défendre le pays et celle des citoyens de se souvenir de ceux qui sont tombés. Pour moi, le peuple d'Israël est la promesse éternelle, qui n'est pas négociable, de préserver la mémoire de nos amis tombés en cours de route. Nous qui les avons envoyés en mission, de lesquelles ils ne sont pas revenus, qui leur avons confié le flambeau de la défense et de la sécurité, nous qui nous sommes battus à leur côté, nous suivons leur exemple, leurs souvenirs guident nos pas. Les familles des soldats morts cet été à Gaza ont été mises à l'honneur. Le flambeau du souvenir a été allumé par la veuve du sergent-chef Yair Ashkenazi, tandis que le Kaddish a été récité par le père du sergent Liel Guidoni. La cérémonie s'est achevée par la Tikva, l'hymne national israélien. Et pour la première fois, Israël fait figurer un Palestinien parmi la liste officielle des victimes du terrorisme brûlés vifs par de jeunes Israéliens. L'an dernier à Jérusalem, le nom de Mohamed Abourder a été ajouté à la stèle du cimetière national à Jérusalem. Seulement voilà, sa famille n'était pas au courant et a exigé des autorités qu'elles retirent le nom de leur enfant du monument. Maxime Perez. Mohamed Abourdir, reconnu par Israël comme victime du terrorisme. Ainsi en ont décidé les autorités, quitte à faire entorse à la tradition du Yom HaZikaron. Car le jour du souvenir en Israël a toujours rendu hommage aux soldats et aux victimes d'attentats palestiniens. Hussein, le père de Mohamed, refuse que son fils soit associé au deuil du peuple israélien. Je refuse que le nom de mon fils soit ajouté à ceux de soldats d'une armée qui a tué mes cousins et d'autres proches à Gaza et au Liban. Ils mettent le nom de mon fils à côté du leur et je le refuse. Je refuse que son nom figure aux côtés d'une armée criminelle qui nous tue. Côté israélien, et pour la raison inverse, les proches des victimes d'attaques terroristes contestent également cette décision. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a deux narratifs et qu'une telle commémoration ne peut inclure toutes les victimes du terrorisme. Cet événement doit être réservé aux juifs victimes du terrorisme arabe. L'assassinat de Mohamed Abourdir avait constitué l'un des événements tragiques de l'été dernier. Le 2 juillet 2014, en pleine nuit, ce jeune Palestinien de 16 ans est kidnappé près de son domicile, dans le quartier de Chouafat, à Jérusalem-Est. Son corps, entièrement calciné, est retrouvé au bout de quelques heures dans une forêt avoisinante. 4 jours plus tard,
3 Israéliens, dont 2 mineurs, sont arrêtés par la police. Tous sont inculpés pour l'enlèvement et le meurtre du jeune Mohamed. Les suspects affirment avoir agi pour venger la mort des 3 adolescents israéliens, capturés et assassinés un mois plus tôt près de Hébron, en Cisjordanie. Après l'enterrement de Mohamed à Bourdir, les quartiers est de Jérusalem s'étaient embrasés pendant plusieurs jours. Les tensions avaient alors fait tache d'huile jusque dans la région de Galilée, au nord d'Israël. Le calme ne reviendra qu'au bout de plusieurs semaines. Mathias, cette reconnaissance de Mohamed Abourdir comme victime du terrorisme crée la polémique tant chez les Israéliens que chez les Palestiniens. Oui, il y a une pression de la rue palestinienne qui ne voulait pas que ce nom soit reconnu comme les victimes du terrorisme, même s'il l'est, parce qu'effectivement, la justice israélienne a reconnu coupables ces 3 jeunes, dont le cerveau qui jouait la folie au moment de son écoute du tribunal. Non, il n'était pas fou, il est apte à être jugé, il a été reconnu coupable. Alors la rue palestinienne, effectivement, ne souhaite pas que ce nom de Mohamed Abourdir soit inscrit sur la stèle. Et bien évidemment, lorsqu'on parle au père, lui dit que non, il n'était pas au courant. Lorsqu'on parle à la famille, notamment à l'oncle, qui est parfaitement intégré, lui, dans dans la société israélienne, parce qu'il travaille aussi au nom d'une société israélienne, lui dit que la famille était au courant, mais qu'elle ne peut pas se permettre de dire qu'elle l'était par rapport à cette pression. Alors voilà, il faut bien expliquer que les autorités israéliennes ont accepté immédiatement la demande de la famille de retirer le nom du jeune Mohamed de cette stèle, mais il reste sur la liste des victimes du terrorisme. Oui, il y a un organisme en Israël qui s'appelle le Bitoach Leumi, c'est-à-dire la sécurité sociale concrètement, et qui inscrit tous les noms qui sont victimes d'actes terroristes reçoivent une indemnité mensuelle. En l'occurrence, la famille Abourdir continuera à recevoir les 15 000 shekels, à peu près 3 000 euros par mois, parce qu'il a été déclaré comme victime du terrorisme, mais lui a décidé tout de même de retirer le nom de son fils. Est-ce que c'est un fait inédit, pour finir, la reconnaissance de Palestiniens comme victimes du terrorisme ? Oui, c'était un tabou dans la société israélienne, comme le disait Maxime Pérez. C'est un symbole également de pouvoir reconnaître. Effectivement, il y a certaines personnes qui ont dit pourquoi alors les victimes de Baruch Goldstein, vous vous souvenez sans doute, qui avait ouvert le feu dans une mosquée dans la ville de Hébron. Pourquoi eux ne sont pas reconnus ? Parce que cela s'est passé à l'intérieur des territoires palestiniens, qu'il s'agissait de Palestiniens et non pas de Palestiniens de Jérusalem vivant sur le terrain domanial de la capitale. Merci beaucoup Mathias. Dans le reste de l'actualité, on en sait désormais un peu plus sur les causes du naufrage qui a fait 800 morts en Méditerranée ce week-end. La justice italienne désigne le commandant du chalutier comme l'unique responsable du drame. Ce Tunisien, âgé de 27 ans, a d'abord surchargé son navire et s'est montré incapable ensuite de le manœuvrer à l'approche d'un cargo portugais venu le secourir et avec lequel il est entré en collision. Regardez. Ils étaient des dizaines à attendre l'arrivée des migrants rescapés du naufrage. Policiers, personnel médical, militants antiracistes, tous ont fait le déplacement. Nous avons rencontré ces jeunes hommes. Ils nous ont raconté et nous avons pu confronter les versions. Et nous pouvons affirmer avec une certitude raisonnable qu'il y avait à bord environ 800 personnes. Donc on peut dire que 800 personnes sont mortes. Ils étaient environ dans les 800 et 28 ont survécu. Ils ont survécu mais sont éprouvés et sous le choc. Par ailleurs, 2 des survivants sont soupçonnés par les autorités d'être les responsables du drame. Nous avons arrêté 2 des présumés trafiquants. Il s'agit du commandant de l'embarcation naufragée et d'un membre de l'équipage. Selon le parquet, la catastrophe a 2 causes principales. Premièrement, la surcharge du navire et deuxièmement, l'incapacité du commandant à manœuvrer son chalutier à l'approche d'un cargo portugais venu le secourir. Les catastrophes maritimes impliquant des migrants se sont multipliées ces derniers temps. Depuis le début de l'année, 1750 migrants ont péri en mer. Selon les Nations Unies, le mois d'avril 2015 a été le plus meurtrier en Méditerranée. Nous avons actuellement un total d'environ 1300 décès en avril. Cela signifie qu'avril 2015 a été le mois le plus cruel avec les chiffres de décès les plus élevés que nous ayons constatés en un seul mois en Méditerranée. Nous avons cette année reporté jusqu'à présent 1776 morts en Méditerranée.
Un plan d'action en 10 points a été décidé par l'Union européenne. Il prévoit notamment un renforcement des moyens pour la mission de surveillance maritime Triton. Pour détailler leur mission, les principaux pays européens se réunissent en sommet extraordinaire dès jeudi à Bruxelles. Betsabé, la presse continue de commenter ce drame ce matin. Oui, en une de beaucoup de sites internet ce matin. Regardez RFI, il considère les subsahariens comme des objets. Ils, les trafiquants, qui permettent aux Syriens et aux Asiatiques de rester dans la partie supérieure du bateau, plus sûr en cas de naufrage. C'est ce qu'explique le porte-parole de l'OIM, c'est l'Organisation internationale pour les migrants, joint à Catane par RFI, Flavio Di Giacomo, qui insiste, les subsahariens sont toujours considérés comme des personnes moins valables. Une indifférence et un mépris qui n'ont pas scié à la vue de ces enfants non accompagnés, car non seulement il y a peut-être une centaine d'enfants parmi les victimes de ce naufrage au large des côtes libyennes, mais en plus, nombre d'entre eux étaient seuls, rapporte le Guardian. 60 enfants non accompagnés coincés dans la cale du bateau. Parmi eux, 4 ados ont survécu, âgés de 16 et 17 ans, qui racontent ce qui s'est passé lors du naufrage est terrible. Alors la question qui pente aux plumes de tous les journalistes, Le Monde la formule clairement, qui est responsable de la justice italienne au personnel politique européen, en passant par les associations humanitaires. Chacun désigne son coupable, écrit le quotidien, notamment le capitaine et ses fausses manœuvres qui seraient à l'origine de la collision donc du navire avec un cargo portugais. Capitaine, trafiquant. Le trafiquant à la barre était ivre, titre la Stampa en Italie. Il a trahi leur espoir d'une vie meilleure en les conduisant à la mort, non seulement en les enfermant à clé dans la cale du bateau, mais en pilotant le bateau si mal qu'il a percuté le King Jacob venu à son secours. Le trafiquant. Mais le problématique ne se limite pas qu'à lui et l'Union européenne serait prête à intervenir militairement, annonce la Repubblica, afin de mettre fin à ce trafic d'êtres humains. L'Europe qui, elle aussi, a un petit peu navigué à vue avant de réagir. D'ailleurs, la presse nord-africaine appelle l'Europe à mettre un terme aux tragédies qui se répètent lors de ces traversées de migrants désespérés. C'est ce que note Courrier International. Tandis qu'outre-Atlantique, le Washington Post met en cause le système européen. L'Europe dont les dirigeants commencent à admettre l'évidence. Merci Betsabé. Maurice, dans la presse israélienne, on commente également ces tragédies, d'abord avec une histoire qui s'est déroulée ici en Israël. Oui, qui a débuté ici en Israël. Ça se trouve à la une du quotidien Haaretz. 3 Érythréens, demandeurs d'asile et qui ont quitté Israël l'année dernière pour un pays tiers, ont été exécutés en Libye par l'État islamique. L'information a été confirmée par des membres de leur famille restés en Israël et qui ont identifié leurs proches sur la vidéo de l'exécution diffusée par Daesh la semaine dernière. L'un des 3 Érythréens et d'ailleurs a fait un séjour dans le camp de Cholot. Et puis dans Maariv, l'éditorialiste du quotidien consacre son papier à la tragédie des immigrants africains le long des côtes italiennes. Il ne faut pas s'attendre à des décisions concrètes en raison de la crise économique et du racisme dans certains pays européens, estimé un diplomate. L'ordre du jour du monde libre est tordu et quelque chose s'est déréglé, affirme l'éditorialiste. Dans le même temps, l'Union européenne est occupée à prendre des mesures pour signaliser les produits fabriqués dans les implantations. Merci Maurice. L'Égypte envoie une nouvelle fois un président derrière les barreaux. C'est au tour cette fois de Mohamed Morsi d'écoper d'une peine de 20 ans ferme. L'ancien président islamiste a été rendu coupable d'incitation au meurtre de manifestants plus de 20 mois après sa destitution par l'ex-chef de l'armée et actuel président Al-Sisi. 20 ans de prison. Le président égyptien déchu encourait la peine de mort. Avec d'autres dirigeants de la confrérie des frères musulmans, il était accusé d'avoir encouragé des violences qui ont abouti à la mort de manifestants en décembre 2012. Des violences survenues alors que Mohamed Morsi venait de faire publier un décret élargissant ses prérogatives de chef d'État. L'ex-président rejette ses charges et continue de voir dans sa destitution un coup d'État. Qu'importe, les procureurs ont tranché dans ce procès très politique. En prison pour une période de 20 ans. Sous surveillance policière pendant 5 ans. Et le paiement de frais administratifs pour violence, arrestation et torture. Accusé de torture, d'arrestation et de violence, mais acquitté du chef d'accusation d'incitation au meurtre de 2 manifestants et d'un journaliste. Des événements pour lesquels la plupart des observateurs
s'attendait à ce que le premier président démocratiquement élu d'Égypte soit condamné à mort. 12 autres accusés prenaient place aux côtés de Mohamed Morsi, pour l'essentiel des responsables de la confrérie. Tous ont également été acquittés des chefs d'accusation de meurtre, un verdict qui apparaît comme relativement clément au regard des peines capitales prononcées de manière systématique dans d'autres procès. Mohamed Morsi était élu président en juin 2012, mettant fin à 3 décennies de l'ère Moubarak. Il exercera le pouvoir une année avant d'être renversé par le chef d'état-major de l'armée, Abdel Fattah el-Sisi, qui s'est depuis fait élire à la présidence du pays. Désormais, le président Sisi mène une répression implacable sur les membres des frères musulmans. Beaucoup accusent le pouvoir en place de limiter les libertés individuelles, vagues d'arrestations d'opposants, restrictions des manifestants ou répression accrue de l'homosexualité. Aujourd'hui, en Égypte, les voix s'élèvent de plus en plus pour contester le pouvoir militaire mis en place. Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe, est-ce que le procès a été largement suivi par les Égyptiens ? Oui, le procès a été largement suivi, surtout que ce procès il fait partie d'une trentaine de procès auxquels l'ancien président Morsi doit subir pour affaire de collaboration avec le Hamas, pour tenter de toucher à la Constitution, aux institutions de l'État et pour corruption. Il n'en a pas fini avec la justice, mais Barbara, quand on voit le contexte dans lequel les Égyptiens c'est d'un côté blanchissement total de l'ancien président Hosni Moubarak, de ses fils et de tous ses collaborateurs, et le fait que la peine de mort, c'est la peine auquelle subit la très grande majorité des dirigeants des frères musulmans, y compris le guide suprême Mohamed Badir. Morsi, lui aussi, risque de subir la peine de mort si jamais la preuve de collaboration avec le Hamas contre la sécurité de l'État égyptien. Mais vous savez, la grande question des Égyptiens, c'est est-ce que le système juridique en Égypte est à nouveau dominé par l'exécutif, et ça c'est la grande question, le juridique qui perd totalement son indépendance. On va continuer d'en parler dans un instant. Betsabé, la presse revient sur cette info ce matin aussi. Oui, pas mal, effectivement. 1 an de pouvoir, 20 ans de prison, c'est le titre de Libération, par exemple. Morsi, fils de paysans pauvres du delta du Nil, cadre obscur et sans charisme de la confrérie islamiste, et qui s'est retrouvé catapulté président après la révolution de 2011. Le premier président démocratiquement élu d'Égypte est destitué par l'armée 1 an plus tard. Et raconte Libé, ça pourrait être le destin d'un pauvre homme, mais plein pouvoir et répression sanglante oblige. La condamnation de l'ex-chef de l'État semble relativement clémente, écrit le journal. 20 ans de prison pour l'ancien président Mohamed Morsi et la possibilité de faire appel, souligne RFI. Les réactions après la condamnation à 20 années de prison sont assez mitigées. D'ailleurs, les anti-frères musulmans sont déçus, note le Télégraphe en Grande-Bretagne, expliquant ils estiment que la peine n'est pas assez dissuasive. Le quotidien britannique insistant sur les nombreuses failles d'ailleurs du procès. Pragmatique en France, le Figaro, Morsi échappe à la peine de mort. Le Figaro qui relève, depuis l'éviction du président islamiste, près de 1400 manifestants pro-Morsi ont été tués, au moins 15 000 ont été emprisonnés, des centaines de personnes ont également été condamnées à mort dans des procès de masse expéditifs. Ali Betsabé le rappelle, cette répression sanglante qui a décimé quasiment les rangs des frères musulmans dans le pays. Est-ce que la confrérie est toujours en état de marche ? Elle est en état de marche, mais bien sûr, quand la totalité de la direction de la confrérie est aux prisons, le rythme de reprendre le pouvoir et d'essayer d'exercer une nouvelle influence sur la rue égyptienne est beaucoup plus modeste. Mais l'idée est là. Quasiment tous les jours, il y a des défilés et des manifestations plus importantes, moins importantes dans les rues des quartiers de Caire et des villes en dehors de la capitale égyptienne. L'idée est là, la confrérie est là. Et selon tous les pronostics, si jamais il y a des élections démocratiques, ils seront très présents au Parlement, les frères musulmans. Mais Barbara, sans la première ligne de la direction, la situation n'est pas le même. Il reste à faire attention au fait que l'Arabie saoudite est en train de réviser sa politique, son agenda vis-à-vis les frères musulmans pour essayer de mener un bloc
bloc, le plus grand bloc anti-Iran. Et dans ce contexte, l'État égyptien, qui dépend de l'aide financière saoudienne, risque de se voir obligé de réviser sa politique opprimante contre les frères musulmans. Une politique répressive de manière générale également, que fait peser Al-Sisi sur l'ensemble du pays, une politique beaucoup plus répressive que celle d'Hosni Moubarak. Il reste néanmoins populaire dans le pays? Il reste populaire d'un côté. De l'autre côté, les questions s'ajoutent sur le fait que le président ne respecte pas les libertés les plus fondamentales. Ouais. Les prisons égyptiennes sont pleines, non pas seulement des frères musulmans, mais des membres du 6 avril, des membres de l'opposition laïque et libérale. Les limites aux droits du journalisme, aux droits de l'expression, etc. Toutes les libertés fondamentales. Merci beaucoup, Ali Waket. Allez, hier soir, la tension était à son comble au Camp Nou. Le PSG s'est incliné face au Barça pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Zlatan n'a pas réussi à effrayer les Espagnols, des Espagnols à un meilleur niveau que les Parisiens. Oui, alors déjà, après leur défaite 3-1 face aux Catalans au Parc, les Parisiens avaient statistiquement moins de 2% de chances de se qualifier. Autant dire que les Parisiens étaient condamnés à l'exploit, un exploit qui n'est pas venu. La faute à un adversaire tout simplement plus fort et à un doublé du Brésilien Neymar à la 14e et à la 34e minute. Autant dire que le match à ce moment-là, dès la première mi-temps, a été plié. Mais on a même l'impression que les Parisiens n'y ont jamais cru en rentrant sur la pelouse. Pour le coach Laurent Blanc, il n'était pas question de motivation. L'adversaire était tout simplement plus fort. On l'écoute. Selon moi et selon vous aussi, vous attendez certainement à ce qu'on fasse un meilleur match, mais c'est l'adversaire qui ne nous a pas permis de faire un meilleur match que ce soit. Comme certainement l'adversaire ne nous avait pas permis de le faire au match aller. La qualité de cette équipe, la qualité individuelle et collective de cette équipe fait que voilà, tu donnes le maximum que tu peux faire. Alors c'est la 3e fois que le PSG se fait éliminer à ce stade de la compétition. Ils ont atteint leur plafond de verre. Malgré les millions des propriétaires qataris, puis l'objectif, la volonté affichée d'être le second club français après l'OM à gagner cette Ligue des Champions, le PSG n'y arrive toujours pas. Mais pour Laurent Blanc, cela est normal. Il faudra du temps et de la progression parisien pour se hisser au plus haut niveau européen, comme par exemple le Barça. On l'écoute. C'est un grand club, mais ce grand club aussi a eu de la patience pour gagner la Champions League. Alors c'est vrai que depuis qu'ils l'ont gagné la première fois, ils l'ont gagné plusieurs fois après. Ils ont mis beaucoup de temps. Voilà, et puis la Ligue des Champions, ça continue ce soir avec un autre match attendu. Oui, un autre match avec un autre club français, peut-être un petit espoir. Monaco qui reçoit la Juventus de Turin, défait 1-0 à l'aller. Monégasques ont encore leur chance d'accéder aux demi. Autre match ce soir, derby entre madrilènes et également le Bayern de Munich qui s'est qualifié hier pour les demi-finales. Rudy, à suivre après un nouveau journal. Après 4 semaines de bombardements intensifs, l'Arabie Saoudite met fin à son opération au Yémen. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Après 4 semaines de bombardements intensifs, l'Arabie Saoudite a mis fin à son opération militaire au Yémen. Les frappes s'étaient accélérées ces derniers jours, notamment sur la capitale Sanaa, et avaient fait des dizaines de morts civiles. Le porte-parole de la coalition s'est exprimé sur le sujet hier soir. On l'écoute. Aujourd'hui, la coalition a annoncé que la campagne était terminée en accord avec le gouvernement yéménite et le président qui ont vu que l'opération principale de la campagne a atteint son objectif. Et maintenant, le gouvernement yéménite va continuer à essayer de restaurer l'espoir pour le peuple grâce à une nouvelle campagne nommée Restore Hope. Jacques Méry, notre consultant en affaires militaires, bonjour. Pourquoi cette décision de l'Arabie Saoudite ? Il faudra regarder, il faudra attendre un certain temps parce qu'à mon avis, derrière les coulisses, les choses se sont passées autrement. L'Arabie Saoudite devait continuer en fait ses bombardements pour arriver ou préparer le terrain pour une reddition complète des Houthis, ce qui ne s'est pas passé. À mon avis, il y a eu des interventions au niveau de l'Iran, États-Unis. Donc l'Iran sans doute a menacé d'intervenir au Yémen, ce qui a naturellement dépêché les Américains à envoyer un porte-avions, une vedette, enfin un destroyer lance-missile, le Normandie,
dans la région de Bab el-Mandeb pour signifier aux Iraniens que si jamais vous envoyez ce convoi, le convoi d'armes qui devait arriver d'Iran vers le Yémen serait intercepté et arraisonné par les Américains. Donc je dirais que les Saoudiens se sont suffi aujourd'hui d'avoir au moins détruit les cibles principales qui visaient leur territoire. En premier lieu les missiles balistiques, les missiles Scad, les dépôts d'artillerie et de munitions. Donc, ce qui fait que la situation est plus ou moins calme de ce point de vue. Donc, les buts ont été atteints. Malgré cela, et je le dirai très rapidement, il y a une continuation des opérations militaires qui seront pointues contre les Houthis. Alors, précisément, le roi saoudien a demandé à sa garde nationale, à l'armée saoudienne, de se tenir prête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête les bombardements pour commencer à préparer une incursion terrestre? Que vous sachiez, la garde nationale ne dépend pas du ministère de la Défense. Elle a un ministère spécial. Cette garde nationale qui compte 100 000 soldats avec 25 000 hommes des tribus, c'est la garde prétorienne du régime. Donc, si jamais on les engage dans un combat, c'est tout simplement pour préserver l'intégrité territoriale de l'Arabie Saoudite face à un danger extérieur. C'est la raison pour laquelle cette mobilisation a été faite au dernier moment, juste avant de prendre la décision concernant des raids aériens massifs sur le Yémen. Rappelez-vous, 2415 sorties, c'est énorme, c'est presque 100 sorties par jour pour une aviation saoudienne, et je dirais principalement saoudienne, c'est beaucoup. Qu'envisager maintenant? L'Arabie Saoudite parle d'une solution politique nécessaire, ça veut dire quoi? Il y a une décision du Conseil de sécurité, donc en principe les Houthis devraient se retirer des territoires qu'ils ont envahis pendant leur première campagne et finalement s'asseoir autour d'une table de négociation pour négocier un accord politique sur la répartition, je dirais, des portefeuilles, sur la répartition plus équitable des positions au sein de l'État yéménite entre chiites et sunnites. Est-ce que, pour finir, Jacques, le scénario d'un conflit généralisé dans la région où l'Arabie Saoudite et l'Iran se disputent les zones d'influence est pour l'heure écarté? Non, je dirais que ce n'est pas écarté. Simplement, la guerre va se poursuivre par d'autres moyens. Ça sera des moyens beaucoup plus subtils, beaucoup derrière les coulisses. Et la preuve est là, c'est pour l'instant, il y a un partenaire, un grand allié américain qui a jeté de l'eau sur le feu. Myriam. Oui, la fin de ces frappes de cette coalition arabe ne signifie en rien la fin des combats pour ces zones d'influence. On n'est pas prêt de s'arrêter de ce point de vue-là. Ça signifie simplement qu'il y a des négociations de ces deux côtés et qu'il y a eu une concession à la communauté internationale pour ces négociations-là. Et puis là, on en revient à l'éternel débat des ambitions régionales de l'Iran qui dépassent de très loin le dossier très conflictuel du nucléaire iranien. Alors justement, tout est peut-être lié dans cette région et on note la reprise des négociations entre l'Iran et les grandes puissances. Ces discussions ont redémarré hier. Cette fois, on passe à l'aspect technique des discussions censées finaliser l'accord cadre signé il y a un mois à Lausanne. Explication signée Johan Giametta. C'est une nouvelle étape avant l'accord final, mais cette fois, la priorité sera donnée à l'un des points les plus sensibles du dossier. La question de la levée partielle ou définitive des sanctions économiques imposées contre l'Iran. À cette occasion, des hauts responsables de l'Union européenne et du groupe des 5+1 rencontreront jusqu'à jeudi des diplomates iraniens. L'accord préliminaire du 2 avril prévoyait leur suspension lorsque les engagements de l'Iran auront été certifiés par l'Agence de l'énergie atomique. Plusieurs voix, dont celle de Barack Obama, se sont prononcées pour une levée progressive des sanctions. Elles réclament même la possibilité de les réappliquer si l'Iran viole l'accord. Une prudence vue comme une menace par Téhéran. Le monde doit savoir, le Sénat, le Congrès, le président et le gouvernement américain doivent savoir que si la fin des sanctions n'est pas incluse dans l'accord, alors il n'y en aura tout simplement pas. Une exigence difficile à assumer pour Barack Obama. Le président américain devra convaincre les membres du Congrès. Malgré l'accord arraché entre démocrates et républicains, les parlementaires conservent un droit de regard sur l'accord négocié avec l'Iran. Nous sommes confiants sur la capacité pour le président de négocier un accord et de le faire avec la capacité de rendre le monde plus sûr. Après plusieurs mois de tension, ces 2 jours de discussion devraient permettre la préparation de l'accord définitif. La rédaction du texte est prévue avant le 30 juin. Myriam, c'est la dernière ligne droite ? Effectivement, la dernière ligne droite avant ce fameux 30 juin, 1er juillet, la date envisagée pour la signature définitive d'un accord cadre. Alors effectivement, les négociations vont bon train. Il faut préciser que tout cela se fait dans une atmosphère
optimiste, limite bon enfant, on va dire, à Vienne. On a eu cet accord cadre au début avril qui a nettement mis les points sur les i et puis surtout qui a montré du doigt la très claire volonté, tant côté iranien qu'américain, de la volonté d'aboutir à un accord. Et c'est sans doute là le point essentiel qu'il faut retenir aujourd'hui. Il reste quand même des points de discorde. Effectivement, il reste des points de discorde, on s'en doute, et le premier d'entre eux concerne bien sûr les sanctions, la levée des sanctions. Alors pour la communauté internationale, elle doit être progressive, cette levée des sanctions, au fur et à mesure du démantèlement et des contrôles de surveillance sur les différents sites nucléaires iraniens. Et puis pour les Iraniens, évidemment, elle doit être immédiate afin de lui permettre de redresser au plus tôt son économie, et ce en prenant le moins d'engagement possible. Le deuxième différend, enfin, c'est sur la reconnaissance de l'aspect militaire de ce programme nucléaire que l'Iran ne reconnaît toujours pas, malgré des rapports accablants tant des services secrets occidentaux que également de l'AIEA auquel l'Iran refuse toujours de répondre. Alors précisément, la levée de ces sanctions aiguise les appétits des futurs partenaires commerciaux potentiels de l'Iran. Effectivement, ils sont nombreux les yeux à se porter aujourd'hui sur une des premières puissances pétrolières du monde. Et notamment, on l'a vu, le marché du pétrole a déjà impacté, si on peut dire, l'afflux probable de retour du brut sur le marché mondial, avec un recul de près de 5% dès la signature de cet accord cadre au début avril. Et puis bien sûr, on souligne la signature de ce contrat faramineux, ou plutôt sa concrétisation, parce que l'accord pour ces missiles S-300 avec la Russie, eh bien, il datait déjà depuis 2007, il avait été gelé. Eh bien, Vladimir Poutine, il a été le premier à retirer ce décret interdisant la vente d'armes à l'Iran. Son prétexte numéro 1, après la furie déclenchée du côté de ses alliés occidentaux, c'était bien sûr qu'il s'agissait d'armes défensives. Jacques, c'est la réelle politique qui prouve encore une fois qu'elle maîtrise tout ce jeu politique ? Oui, tout à fait. Je dirais, ce sont les contrats, c'est l'hypocrisie du monde. Je dirais tout le monde est très au courant, je dirais, est très conscient du fait que les Iraniens ne vont pas honorer leurs engagements dans ces accords-là. Je suis beaucoup moins optimiste quant à la réalisation d'un accord entre les parties. Les différences sont tellement grandes, elles sembleraient être petites, mais simplement ce sont de grands fossés que les Iraniens ont l'intention de ne pas se laisser prendre au jeu des Américains. En tout cas, un mot des entreprises françaises qui sont sur le pied de guerre également. On parle de Carrefour, on parle de Peugeot, qui ont eu historiquement de nombreux accords commerciaux avec l'Iran. Juste un mot pour Peugeot, un chiffre. Aujourd'hui en Iran, il y a 100 voitures pour 1000 habitants. Peugeot était déjà largement implanté et ils sont nombreux les entrepreneurs français à attendre également la signature de cet accord. Il n'y a plus de chambres d'hôtel à Téhéran. Elles sont toutes au complet. Par les hommes d'affaires. Par les hommes d'affaires. Qui pourrait encore bloquer cet accord ? Alors les capacités de blocage aujourd'hui, elles sont dans les mains de 2 personnes et certainement pas de ceux qui sont en train de négocier en fait. Mohamed Zarif est très optimiste, Rouhani se félicite de l'avancée des négociations et puis le silence prudent qu'on observe, c'est celui de l'ayatollah Ali Khamenei, celui qui tire toutes les ficelles en Iran et qui garde ce silence prudent pour désavouer, s'il le juge nécessaire, au dernier moment un accord, et c'est une carte qu'il garde bien sûr en main. Et puis l'autre carte, elle est dans les mains du Sénat américain, avec lequel Barack Obama devra également faire valider cet accord. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Jacques, pour finir, que cet accord ne soit pas signé ? Tout à fait, c'est au possible. bout du compte ? C'est très possible. Et il ne faut pas éloigner cette option-là. Elle est là sur la table. Je dirais que les Américains, finalement, quoique voulant arriver à tout prix à un accord avec les Iraniens, pourraient arriver à la conclusion que finalement, aller trop loin envers les Iraniens serait tout simplement au détriment de leurs intérêts nationaux. Merci. Allez, direction l'Indonésie avec cette condamnation à mort d'un Français. Il s'appelle Serge Atlaoui. Il a été arrêté en 2005 pour trafic de drogue. La Cour suprême indonésienne a rejeté son ultime recours hier. Son exécution pourrait donc être extrêmement rapide et sa famille implore François Hollande d'intervenir immédiatement. Plus rien ne semble empêcher l'exécution de Serge Atlaoui. Le Français avait saisi la Cour suprême pour obtenir un procès en révision, mais son ultime recours vient d'être rejeté. Âgé aujourd'hui de 51 ans, il est arrêté en 2005 dans un laboratoire clandestin de production d'ecstasy près de Jakarta et condamné 2 ans plus tard à la peine capitale. Cet artisan soudeur s'est toujours défendu d'être un trafiquant de drogue, affirmant qu'il n'avait fait qu'installer des machines industrielles dans ce qu'il croyait être une usine d'acrylique. La France, farouchement opposée à la peine de mort abolie en 1981, a averti l'Indonésie qu'une exécution aurait des conséquences sur les relations bilatérales. Nous continuons à espérer un geste de clémence, mais nous sommes extrêmement préoccupés par cette décision et cette menace qui, si elle était mise à exécution, aurait évidemment des conséquences sur les relations entre ce pays et la France.
Mais le parquet général indonésien semble décidé à procéder à une deuxième vague d'exécutions après celle de janvier. 6 condamnés, parmi lesquels 5 étrangers, avaient alors été fusillés pour la première fois depuis 2013. Marié et père de 4 enfants, Serge Atlaoui pourrait être exécuté en même temps que d'autres étrangers d'Australie, des Philippines, du Brésil et du Nigeria, également condamnés à mort pour trafic de drogue. J'aurais qu'une chose à dire, et ce que j'ai dit à nos enfants et à toute ma famille, il serait inconcevable que mon mari soit exécuté alors qu'il est innocent. Fraîchement élu, le président indonésien Joko Widodo persévère ainsi dans son intransigeance envers le narcotrafic en dépit des pressions de la diplomatie française. La date d'exécution des prochains condamnés à mort est imminente. Elle sera annoncée après la fin des procédures en cours. Et en direct depuis Bangkok, on retrouve notre correspondant David Nataf. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que cette nouvelle a été relayée dans la région ? Oui, elle a été relayée dans la mesure où il y a aujourd'hui 8 Français condamnés à mort à l'étranger, dans les couloirs de la mort, et notamment 3 en Asie, 1 en Chine, 1 en Thaïlande et Serge Atlaoui en Indonésie. Donc il y a un support massif des associations, des expatriés, et le soutien, bien sûr, du ministère des Affaires étrangères et du président de la République. Cependant, la grâce, comme vous l'avez vu, a été rejetée par le président indonésien. Alors, David, l'Indonésie, mais également la Malaisie, la Thaïlande, où vous vous trouvez, sont des pays qui vivent du tourisme et qui, en même temps, maintiennent une politique antidrogue extrêmement sévère, notamment contre les étrangers. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Effectivement, il y a une espèce de double standard en Indonésie, en tout cas, dans la mesure où le président et les juridictions indonésiennes appliquent une préférence nationale. Ils épargnent davantage les Indonésiens et condamnent plus volontiers à mort les étrangers. Sur 13 condamnés à mort depuis 1996, 12 sont des étrangers, un seul Indonésien, alors que dans la même affaire concernant Serge Atlaoui, 5 Indonésiens, pour les mêmes faits, n'ont pas été condamnés à ce jour. Pourquoi cette sévérité ? Comment vous l'expliquez ? Il y a une inflexion de la politique étrangère en Indonésie. L'on attendait un virage démocratique avec le nouveau président Widodo, mais comme nous le voyons, en réalité, il n'en est rien. Il s'est révélé nationaliste, presque ultranationaliste, et appliquant systématiquement une préférence nationale dans ses jugements. C'est moins contre le trafic de drogue qui concerne 2 millions d'Indonésiens qu'il lutte que contre les étrangers qui viennent en séjour paisible dans son pays. Ça atteint un point culminant quand il s'agit d'Israéliens en Malaisie ou en Indonésie, où un Israélien se fera systématiquement arrêter et renvoyé vers son pays de départ si jamais sa nationalité israélienne est découverte. Alors Laurent Fabius, on l'a vu, a déclaré que cette décision aura des conséquences sur les relations entre les deux pays. Est-ce que ce genre de pression diplomatique ont prouvé leur efficacité par le passé ? Pour le moment, malheureusement, on ne peut que constater une inflexion de la souveraineté française dans la mesure où, il y a 10 ans, personne n'aurait dédaigné un tel appel de la part d'un président français. On voit aujourd'hui que peut-être la France ne dispose plus des leviers nécessaires pour pouvoir imposer sa politique étrangère et le respect de la justice française. Cette personne devrait être jugée en France et non pas condamnée à mort à l'étranger. David Nataf depuis Bangkok, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Jacques et Myriam. À suivre dans le Morning, on reparle ce matin de la journée du souvenir, mais cette fois avec ceux qui ont survécu au combat. On part à la rencontre de ces soldats grièvement blessés, mais qui apprennent aujourd'hui à vivre avec leurs souffrances physiques évidemment, mais surtout avec des souffrances morales extrêmement dures à cicatriser. Ce sera juste après un nouveau journal présenté ce matin par Julien Baloul. Dans 2 petites minutes. Restez avec nous.
Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. L'histoire de Yaakov Guterman à présent, c'est un rescapé de la Shoah. Plusieurs années après la fin de la guerre, il émigre en Israël. Et cette semaine, cet homme pleure pour les 2 jours de commémoration, celui de la Shoah et celui du souvenir. Il a en effet perdu son fils Raz lors de la première guerre du Liban en 82. Son portrait signé Lorraine Tolila. The first years in Israel were very hard. Les premières années en Israël étaient particulièrement difficiles. Je me suis engagé dans l'armée, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intégrer et à aimer ce pays. Je suis tombé amoureux de ma supérieure, Ruti. 2 garçons sont nés, Raz et Tal. Raz était un garçon adorable, beau de l'intérieur comme de l'extérieur. Son service militaire a duré 3 longues années. Il était dans une unité très dure, une des meilleures de l'armée israélienne, Sayeret Golani. Un vendredi soir, ils ont reçu un coup de fil annonçant que la guerre du Liban avait éclaté. Ils connaissaient déjà leur mission à cause de la lourdeur de leur entraînement. Comment prendre le château de Beaufort au Liban. Le premier jour, le 6 juin 1982, les combats ont commencé au château de Beaufort. Ça a commencé à 20h. 1 heure plus tard, le commandant de l'unité, Gouni Arnik, et 5 des amis de Raz ont été tués au combat. La montagne fut conquise pour la première fois de l'histoire, mais Raz était mort lui aussi. I have to admit this is the biggest tragedy of my life. Je dois l'admettre, c'est la plus grosse tragédie de ma vie. Vous pouvez imaginer comme c'était difficile. J'étais complètement déchiré, brisé, anéanti. La vie est un cadeau unique que vous ne recevez qu'une fois. Le chagrin et la peine que vous avez sont si terribles qu'il est impossible de décrire ce sentiment avec des mots. Probablement, une des leçons que j'ai retenues pendant les années de l'Holocauste, c'est que je déteste tout signe de chauvinisme, de racisme ou de nationalisme. J'aime mon pays, j'aime mon peuple, j'aime ma culture juive, ma culture hébraïque. Je suis très fier d'être juif. Et je pense que si nous, les parents endeuillés, pouvons parler, alors tout le monde peut parler. Et on prend tout de suite la direction de Jérusalem, au cimetière Mont Herzl, où doit démarrer dans quelques instants une cérémonie officielle pour cette journée du souvenir. Daniel Haïk, vous êtes sur place. Aujourd'hui, 1,5 million d'Israéliens visiteront les cimetières militaires. Quelle signification a cette journée du souvenir pour ces familles endeuillées ? Eh bien, écoutez, il y a bien entendu une forme de recueillement national pour l'ensemble des Israéliens, pour ce 1,5 million d'Israéliens qui va se rendre ici au cimetière du Mont Herzl et dans l'ensemble des cimetières militaires israéliens. Mais il y a aussi une volonté de transmission. Quelque part, ces cimetières militaires se transforment en lieu de transmission. Et je voudrais vous montrer ce qui se passe actuellement ici au cimetière du Mont Herzl, autour des tombes de soldats et même d'officiers. Ici, vous le voyez ici, c'est un groupe de jeunes Israéliens qui sont venus et qui écoutent l'histoire de David Raziel. David Raziel qui était le premier commandant de l'Irgun qui a été ensuite dirigé par Menachem Begin. Donc David Raziel était un des héros d'Israël. Il est enterré ici et de nombreux Israéliens, jeunes et moins jeunes, viennent ici soit se recueillir, soit découvrir ou redécouvrir l'histoire de ceux qui sont considérés comme des héros de l'État d'Israël.
Daniel a noté cette particularité israélienne. Ce soir s'arrêtent les commémorations pour faire la place aux festivités de l'indépendance du pays. Et la transition se fait en quelques secondes. C'est un symbole voulu par les autorités. Oui, c'est un symbole voulu, c'est un symbole, on va dire, puisé dans la tradition juive qui veut que, par exemple, on passe aussi, par exemple, d'un jeûne dans la période de la fête de Purim, on passe du jeûne d'Esther aux célébrations de la fête de Purim, une célébration de joie. Là aussi, il y a eu une volonté de faire cette transition, de faire ce passage sans transition des commémorations du Yom HaZikaron aux célébrations du Yom HaAtzmaut, de la journée de l'indépendance. C'est une transition extrêmement difficile pour beaucoup d'Israéliens, en particulier pour les familles des 23 000 soldats, 23 320 soldats qui sont tombés au combat. Mais c'est une transition qui a été acceptée par l'ensemble, même si ce n'est pas facile, même si beaucoup de parents reconnaissent, de parents ou de proches ou d'amis reconnaissent qu'ils ont du mal à faire ce passage. Eh bien, quelque part, c'est la volonté d'un État de commémorer, d'honorer le souvenir de ces soldats et tout de suite après de concrétiser la raison pour laquelle ils ont donné leur vie, c'est-à-dire l'existence de l'État d'Israël et la défense de l'État d'Israël. Merci beaucoup Daniel, en direct depuis Jérusalem. Et puis cette journée du souvenir est une épreuve pour les familles des soldats, évidemment morts au combat, on l'a dit, mais également pour ceux qui ont vu tomber leurs frères d'armes. Alors quelques mois après l'opération Bordure Protectrice, Julien, vous êtes parti à la rencontre de ces soldats grièvement blessés et qui apprennent aujourd'hui à vivre avec ces blessures physiques, mais également avec leurs blessures morales. On regarde. Comment revenir à la vie normale lorsqu'on a vécu la guerre à 20 ans? Rares sont ceux qui acceptent d'en parler. En juillet dernier, Tsahal a mobilisé des milliers de jeunes soldats pour aller combattre le Hamas dans la bande de Gaza. Gil devait terminer son service militaire le jour où il est entré dans le territoire palestinien. Plusieurs mois plus tard, les séquelles psychologiques sont encore présentes. Des moments où tu sais que tu as été trop près de la mort, et tu le sais parce qu'un missile est tombé à vraiment 5 mètres de toi. Les débris explosent, tout autour de toi, tes amis sont blessés, et toi tu remercies simplement le ciel d'être resté en vie. C'est une peur que tu ne pourras jamais oublier. Gabriel a failli mourir cet été, mais des instants où il a frôlé la mort, il n'a pas beaucoup de souvenirs. On devait rentrer dans la maison, la troisième maison dans laquelle on est rentré, elle était piégée. Il y avait un explosif dedans et on l'a pas vu. Et tu te souviens de ce moment où ça a explosé? Non, j'ai plus de mémoire. J'ai des petits flashbacks. Des fois ça revient pendant la nuit et puis ça repart. Moi je me réveille comme si j'étais soufflé. Sa mère vit en région parisienne. Il a sciemment décidé de lui cacher la vérité pour ne pas l'inquiéter. Je me souviens, ils nous ont dit bon bah maintenant c'est le dernier coup de fil, le dernier coup de téléphone. Ils nous ont dit bon maintenant t'appelles ta mère, ta grand-mère, ta copine, ton père. Tu lui dis que tu n'auras plus de téléphone. Gil et Gabriel ont eu des destins très différents au combat. Mais les deux ont un point commun. Pas un jour ne passe sans qu'ils ne pensent à la guerre. Quand je vois cette photo, ça me ramène là-bas, à Gaza. Je n'ai rien oublié. Au quotidien, tu peux oublier ce que tu as mangé le matin, mais là-bas, tu te souviens de tout. Ce que tu as mangé, bu, où tu as été, ce que tu as vu, ce qui t'est arrivé. Je pense tous les jours. Mais pas que dans les mauvais sens, parce que... Même pas pour faire l'ancien, mais il suffit que je vois un mec en uniforme. Et je me dis, ça se trouve, il va y passer. C'est-à-dire, il va y aller un de ces quatre. 8 mois ont passé depuis la fin de la guerre. Si les fusils se sont tus, des plaies invisibles restent ouvertes. Aujourd'hui, Gil, Gabriel et les autres tentent de reprendre leur routine, conscients de la chance qu'ils ont d'être en vie. La première fois que tu retrouves ta famille après la guerre, c'est une sensation impossible à décrire. Quand tu es là-bas, tu es sûr que tu ne les reverras jamais. Malgré sa volonté de continuer à servir en uniforme, Gabriel a été totalement libéré de ses obligations militaires. Gil, de son côté, sera encore une fois appelé sous les drapeaux si une nouvelle guerre éclate.
Alors, Julien, on comprend bien l'ampleur de ce traumatisme que vivent au quotidien désormais ces soldats. Est-ce que c'est une généralité pour tous les soldats partis au combat? C'est un phénomène qui est très difficilement quantifiable parce qu'il n'y a pas d'enquête ni de chiffres officiels qui ont été publiés. Mais l'armée israélienne a affirmé que pendant toute la guerre cet été, elle était en contact avec ses soldats, avec les commandants, avec les officiers, avec les réservistes pour vérifier qu'il n'y avait pas de signes de détresse, de stress post-traumatique. Il y a une enquête qui a été faite tout de même par les médecins de l'armée après la guerre et l'armée a avoué avoir été impressionnée par l'ampleur du phénomène cette année. Il y aurait des centaines de soldats qui souffriraient de stress post-traumatique. Le problème, c'est qu'aussi les réservistes, parfois l'armée n'a pas toujours de lien avec eux, donc elle a du mal à vérifier leur état de santé. L'autre problème, c'est que pour que les soldats reçoivent des soins, il faut qu'ils se plaignent ou qu'ils parlent de leurs symptômes. Or, des cauchemars la nuit, des sursauts comme l'en a Gabriel, ça ne se voit pas, le commandant ne le voit pas forcément. Fin septembre, il y a 3 soldats qui se sont suicidés, 3 soldats en service militaire obligatoire, c'est-à-dire qu'ils avaient entre 18 et 21 ans. Ils ont combattu à Gaza et les 3 se sont donné la mort avec leurs armes de service. Et il y a un numéro de téléphone qui a été mis en place, il y a des associations qui font un travail, mais c'est très difficilement quantifiable. Est-ce qu'on peut parler de ce phénomène post-traumatique pour l'ensemble de la société israélienne quasiment? Mais c'est toute la problématique de cette journée de Yom HaZikaron. On parle beaucoup des personnes qui sont mortes, mais les personnes qui sont en vie ne vont pas forcément beaucoup mieux. Il suffit de regarder les enfants du sud d'Israël, de Sderot, près de Gaza, d'Ashkelon, qui vivent. Un enfant, par exemple, de 8 ans ou de 9 ans, a grandi avec les sirènes, alertes, roquettes, presque quotidiennement sur certaines périodes. Donc ces enfants vivent des stress post-traumatiques. La sirène qui va sonner tout à l'heure à 11h, par exemple, rend complètement fou certains enfants qui ont peur. Et les personnes qui ont vécu des attentats, les personnes qui ont entendu des sirènes, ou même les adultes comme qui étaient à Tel Aviv par exemple, qui ont entendu des explosions, sont aussi très marqués. Merci beaucoup Julien. Et le traumatisme est bel et bien présent au cœur de cette famille, la famille Moreno, dont le fils a été tué lors des premiers jours de la guerre du Liban en 2006, mais dont il est interdit de montrer ne serait-ce qu'une photo. C'est un reportage que vous signez, Mathias, on en parle juste après. Il était considéré comme l'un des meilleurs soldats de sa génération, l'un des plus secrets surtout, de son vivant comme après sa mort. Emmanuel Moreno, ancien lieutenant-colonel de la prestigieuse unité militaire israélienne des Sayeret Matkal, a été tué dans les dernières heures de la deuxième guerre du Liban. 9 ans après sa mort, ses parents, Ilan et Sylvia, n'ont toujours pas le droit de montrer sa photo. Ce tableau-là est venu cacher l'image d'Emmanuel que j'ai en permanence sur mon bureau. Donc, avant que vous veniez, je l'ai couverte. Ça a été défini comme une unité à l'intérieur d'une unité. C'est quelque chose de très particulier, très compartimenté. Je crois que même les agents de l'unité ne connaissent pas exactement l'activité de cette unité dans l'unité. C'est à cette unité qu'appartenait Emmanuel. Parmi ses missions au cœur des commandos de l'état-major israélien, l'enlèvement en plein cœur du Liban en 1994 de Mustapha Dirani, l'un des geôliers du pilote israélien Ron Arad, kidnappé par le Hezbollah. Une opération parmi des dizaines d'autres, et pourtant rien ou presque ne filtre sur le passé d'Emmanuel. Ses parents ont du mal à mettre des mots sur ses missions, classées secret d'État. Ce qui concerne Emmanuel se trouve et partout et nulle part. Mais ça veut dire quoi, partout et nulle part? Partout et nulle part, c'est-à-dire qu'il a laissé sa trace, enfin dans le pays en tous les cas, partout. D'un autre côté, il n'y a nulle trace pouvant l'identifier. On a appris par hasard qu'il y avait eu une position comme ça, qu'on voulait cacher la mort d'Emmanuel. Et alors chaque fois, je me dis peut-être qu'on a effectivement caché, qu'il continue à travailler, qu'il continue... Bon, enfin, je sais bien que c'est pas vrai. Mais j'ai toujours ce petit espoir parce que c'était comme ça toute la vie. Il y avait une double vie. Lui avait une double vie. Au moment où les Israéliens peuvent traditionnellement mettre un visage sur le nom des leurs tombés au cours des guerres et des attentats, celui d'Emmanuel Moreno reste toujours un mythe. C'est presque vrai. Sans rentrer dans les détails, c'est presque vrai. Ouais. Voilà pour ce héros de l'ombre. Mathias, est-ce qu'on sait ce qu'il s'est passé à Baalbek ce soir-là? Impossible de le savoir. Les parents d'ailleurs disent qu'il y a 3 versions officielles. Il y en a presque une 4e, nous dit-on.
Ce que l'on sait, en tout cas de sûr, c'est qu'il y a eu une opération envoyée par l'unité d'élite de l'armée de l'air 669, à l'intérieur desquelles se trouvaient des unités d'élite de l'armée de terre, les Sayeret Matkal, les commandos de l'armée de terre israélienne, commandos de l'état-major. À l'intérieur de cet hélicoptère, ils avaient une mission, a priori, de rentrer en contact direct avec un hôpital et un entrepôt à l'intérieur desquels se trouvaient Ehud Goldwasser et Eldad Regev, les 2 soldats israéliens enlevés avant le déclenchement de cette deuxième guerre du Liban, et à l'intérieur desquels surtout se trouvait Nabil Kassem, le numéro 2 du Hezbollah. Pour finir, qui sont ces Sayeret Matkal, ces unités d'élite israélienne, et elles représentent quoi au sein de la société israélienne? Ces unités d'élite, il y en a 3, Shaldag de l'armée de l'air, Shayetet 13, c'est-à-dire les Navy SEALs, et les Sayeret Matkal. Ouais. Très rapidement, le commandant de l'unité des Sayeret Matkal disait si l'armée israélienne est la meilleure armée du monde, si les Sayeret Matkal fait partie de la meilleure unité d'Israël, et si Emmanuel Moreno était le meilleur soldat de l'unité, donc Emmanuel Moreno était le meilleur soldat du monde. Merci Mathias. À suivre après un nouveau journal, la Grande-Bretagne trépigne d'impatience. Le Royal Baby numéro 2 devrait arriver dans les jours, voire les heures qui viennent. On en reparle après un nouveau journal avec Julien Baloul dans 2 petites minutes. Restez avec nous. Nous sommes toujours en direct depuis Tel Aviv, c'est le morning et on jette un coup d'œil au reste de l'actu de ce mercredi. 600 km/h, c'est la vitesse record atteinte par le maglev. Ce train japonais fonctionne avec une technologie bien particulière, la lévitation magnétique. Contrairement au train classique, il ne roule pas sur les rails mais vole au-dessus. La vitesse du maglev dépasse de 30 km le précédent record détenu par le TGV. La première ligne de ce train ouvrira en 2027 et reliera Tokyo à Osaka. Le numéro 1 de l'organisation de l'État islamique grièvement blessé en mars, c'est ce qu'affirme le quotidien britannique The Guardian dans son édition de mardi. Abou Bakr al-Baghdadi aurait été touché par une frappe aérienne de la coalition. Le département de la défense américain met sérieusement en doute cette information. Les dernières opérations ne visaient pas le calife. Le comptable d'Auschwitz demande pardon. Oskar Groening a présenté publiquement ses excuses aux victimes du camp de la mort à l'ouverture de son procès ce mardi. Transféré à Auschwitz en 1942, Oskar Groening était en charge de la collecte de l'argent des déportés. Il encourt une peine d'emprisonnement de 3 à 15 ans pour complicité de 300 000 meurtres aggravés. Le jury de l'édition 2015 du Festival de Cannes n'est plus un secret. À l'affiche, au casting, le réalisateur Xavier Dolan, les acteurs Jake Gyllenhaal, Sophie Marceau ou encore Sienna Miller. Ils seront chapeautés par les réalisateurs Joel et Ethan Cohen qui présideront cette 68e édition du festival. Elle se tiendra du 14 au 21 mai. On parle d'une guerre sans merci. À présent, ça se passe à Naples, Rudy, et cette guerre oppose McDo au pizzaiolo de la ville. Ah oui, à ma droite, la pizza, 5 siècles d'existence. Ça fait pizzaioli d'ailleurs au plus. C'est vrai, c'est votre expérience de l'italien va beaucoup m'aider sur cette chronique Betsabe. Alors, à ma droite, vous avez la pizza, 5 siècles d'existence, plat traditionnel italien célèbre partout dans le monde. Barbara, à ma gauche, le McDo et son hamburger, 75 ans d'existence, 64 millions de clients par jour. Et comme dans toute guerre, eh bien, il y a un point de départ. Le point de départ, le voici, c'est une publicité signée McDo et diffusée depuis une petite dizaine de jours en Italie. Regardez. Hello, I'm Alon. I'd like to invite you to join us at one of our HP Indigo VIP events here in Israel. This is where it all happens, the R&D, the manufacturing, the management of this amazing Indigo business. Look forward to seeing you here in Israel. Ce n'était pas rien à voir. La pub en question. Absolument pas. C'était une pub HP. La pub McDo, je vais vous la décrire parce que j'ai l'impression qu'en régie, elle n'y est pas. La pub McDo, c'est un enfant dans une pizzeria qui va commander le pizzaiolo lui demande qu'est-ce qu'il veut comme type de pizza et l'enfant répond je veux une pizza Happy Meal et en gros la pub dit vos enfants savent exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent aller au McDo. Donc
ça, c'est l'idée de départ de cette pub. Et donc, il y a eu une fureur, un drame et une réponse colère noire des pizzaiolo napolitains. L'associazione Verace Pizza Napolitana, ça va, Betsabe? Bien dit. Voilà. charmant. Elle menace de traîner McDo en justice pour diffamation. Donc la meilleure réponse, eh bien, elle est venue du net. On espère avoir la vidéo. Réponse cette fois des Italiens à McDo. Grazie. E tu che cosa vuoi? Papà, ma che mi fa questa schifezza? Io voglio la pizza. Tuo figlio non ha dubbi. Pizza a portafoglio. €1,50. Voilà, depuis, cela ne s'arrête plus. Luca Lavarone, c'est un journaliste de fanpage du site italien. Lui, il s'est mis en scène dans une caméra cachée. Imaginez, vous commandez une pizza, on vous ramène un McDo. Et bien, réaction des Italiens, des vrais Italiens de la rue qui attendaient leur pizza. Pizzeria? Chi è? Buonasera, la pizza. Buonasera. La pizza. E che significa la pizza? E che cazzo è mutore? E mi ha portato i panini di McDonald's. È pizzeria. Voi che cosa avete ordinato? Ah, ci ordinate pizza. Non facete scusa ma. Le bimbi non voglio, ne hai, ma la pizza ma vorrà. Ma voi l'avete provato? No, che non ce la fa, mi piace proprio, l'ho provato. Ci stanno le patatine. Non mi piace, non mi piace. Voilà, Ah, vengeance, elle c'est un lui plat dit- qui se mange froid. Oui, et Betsabe disait... Elle a glissé même, cette dame a glissé, mais tu veux que je meure? Oh mon Dieu, est-ce que McDo a réagi? Oui, alors McDo a réagi officiellement. McDonald's Italie a tenté de calmer le jeu en affirmant qu'attaquer la pizza n'était pas du tout le but de la pub et que même les grands chefs napolitains avaient un jour emmené au moins une fois leurs enfants manger au McDo. Mais en Italie, la pizza c'est sacré. Et le Huffington Post nous rappelle qu'au bon souvenir de l'an de grâce 1986, à l'époque, création du premier McDo à Rome, il y a eu une grande fougueuse manifestation qui s'était déroulée du côté de Naples pour protester contre l'arrivée de McDo en Italie. Même la police anti-émeute avait dû par la suite protéger les restaurants américains dans une dizaine de villes italiennes. Là, c'est à la maman que je m'adresse. À votre avis, qu'est-ce qui est plus sain? Un McDo ou une pizza? Ça dépend comment la pizza est faite. On sait comment le McDo est fait, plus ou moins. Je ne recommanderais pas le McDo, donc en tout cas. Réponse, Rudy. Alors la question ne se pose même pas hein, pour les pizzaiolos, pour qui la pizza représente avant tout, si on oublie les calories, un patrimoine italien et un plat très sain aussi. Mais je vais quand même vous répondre. Un Big Mac, c'est 490 calories et 12 grammes de gras. Voici le match. Et pour la pizza... D'ailleurs, je tiens à préciser que ceux qui enlèvent une tranche de pain en pensant se donner bonne conscience, c'est pas ça qui apporte le plus de calories. C'est l'ensemble des sauces qui vous Exactement. apportent le maximum de calories. Je parle sous votre contrôle. Et donc la part de pizza, c'est-à-dire 1/8 de pizza, vous coûtera 237 calories et 10 grammes de gras quand on parle. Donc voilà, on parle vraiment d'un 1/8 de pizza. Léger avantage. Mais ce qui fait vraiment le poids pour la pizza, c'est que, je le répète, c'est une tradition. Et la pizza napolitaine a été choisie par l'Italie comme candidate au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO cette année. Il y a moins d'un mois, ils ont encore porté la pizza pour qu'elle devienne protégée. Alors, qui gagne le match de boxe? La pizza, sinon je vais avoir des problèmes avec les Napolitains. Merci Rudy. On part désormais à la découverte des secrets d'un grand créateur de mode. Cristobal Balenciaga n'a jamais caché son faible pour la dentelle, belle, majestueuse, élégante. Elle fut l'objet d'une grande passion pour le créateur et c'est une passion que l'on peut désormais découvrir à la cité de la mode de Calais, Sandy Fortis. Quand on entend Balenciaga, on pense généralement défilé, mannequin et podium. Et pourtant, Cristobal Balenciaga n'était pas qu'un grand créateur de mode, c'était aussi un magicien de la dentelle. Une facette méconnue de sa personnalité que le public peut découvrir à la Cité de la Dentelle et de la Mode à Calais. Balenciaga a utilisé la dentelle de façon extrêmement différente et très originale à chaque fois, se démarquant d'une certaine façon de ses contemporains. Mais ce qu'il a fait quelquefois, ce sont des robes à transformation, comme celles, les trois que vous avez là derrière moi, qui sont extrêmement intéressantes. Son amour pour la dentelle, il le tient de ses origines espagnoles. La dentelle était très prisée en Espagne et tout particulièrement pendant la jeunesse du créateur dans les années 20.
Cristóbal Balenciaga s'est inspiré des grands maîtres de la peinture, notamment des femmes d'étoiles de Goya vêtues de dentelle avec parfois un ruban rose en guise de ceinture, une inspiration que l'on peut remarquer tout au long de l'exposition. La robe Baby-Doll, il l'a inventée en 1957. On en a un exemple derrière moi, donc très clair. Ce qui était intéressant, c'est qu'il avait évidemment imaginé des fonds de robe qui permettaient de voir la taille fine et quelquefois qui étaient même noués d'un ruban. Donc c'était à la fois très élégant, en même temps un petit peu érotique, puisque ça mettait en valeur la taille de ces élégantes. La dentelle, Balenciaga s'en sert aussi pour jouer avec la transparence contre la peau, un style encore très actuel. C'était un classique. Il était capable de réaliser des pièces exceptionnelles, comme la série des Noirs, qui peuvent encore être portées aujourd'hui. Robe longue, mi-longue, courte ou du soir, mais aussi accessoires, gants, chapeaux ou étoles. Autant de pièces exceptionnelles que le public pourra apprécier et même toucher grâce à des trappes cachant les dentelles finement brodées selon la conception Balenciaga, à découvrir à Calais jusqu'au 31 août. La Grande-Bretagne trépigne d'impatience. Le Royal Baby numéro 2 devrait arriver dans les jours, voire les heures qui viennent. Bethsabée, moi aussi, je commence à sentir ma tension nerveuse monter. Oui, on la sent bien en plateau. Alors, quelques indices. Kate avait confié que son bébé était attendu entre la mi-avril et la fin avril. Alors, à en croire les rumeurs et accessoirement aussi à la fin des apparitions publiques de la duchesse, plutôt récente, eh bien, la tendance est à la fin avril. Autant dire que l'attention est à son comble, même si cette fois, eh bien, c'est plutôt calme devant l'aile privée du St Mary's Hospital, donc dans le quartier de Paddington à Londres. C'est là où elle doit accoucher et pourtant tout le monde se souvient de cette frénésie de la presse devant l'hôpital où Kate avait accouché de son premier bébé. Alors, on voit les images en ce moment. Douzaine de photographes et caméramans. Mais le couple n'aime pas trop se donner en spectacle avec son nouveau-né. George, donc 3e dans l'ordre de succession, n'a été photographié en public que 2 fois en fait après sa naissance et lors d'un voyage officiel dont on a vu les images en Australie et en Nouvelle-Zélande. Écoutez. Il souhaite clairement que ses enfants grandissent autant que possible à l'ombre des projecteurs. Mais en même temps, il sait qu'ils sont des héritiers du trône. Alors le couple a trouvé un compromis et cette fois la presse ne sera autorisée à investir les rues de l'hôpital qu'une fois Kate venue accoucher, ni le droit de filmer ni le droit de laisser du matériel d'ici là. Et pour tenter de contenir la fougue des médias, des barrières métalliques ont été installées. À voir si ça suffira. Alors Kate prévoit un accouchement naturel comme pour bébé George. Voilà, elle souhaite un accouchement naturel comme son premier, au sujet duquel d'ailleurs Kate avait décrit une naissance parfaite. Ça va faire grincer les dents d'aucune. Alors fille ou garçon, selon la tradition, le duc et la duchesse de Cambridge ignorent le sexe de l'enfant. Je sais que ça laisse sceptique Rudy, mais trop impatient, eh bien les médias britanniques spéculent sur une fille, et oui, au prétexte que Kate aurait acheté de la peinture rose pour la chambre. D'ailleurs, les bookmakers britanniques estiment à 2 contre 1 que le prénom qui a le plus de chances d'être choisi, c'est Alice, prénom qui a déjà été donné dans la famille royale, notamment pour la 2e fille de la reine Victoria. Bonjour à Vincent Mélan, journaliste pour le magazine Point de Vue, en charge des pages royauté et histoire. Vincent, est-ce que vous aussi, vous trépignez d'impatience ? Non, moi je trépigne pas parce que ça fait longtemps que je fais ce métier, mais en attendant, on est en alerte effectivement depuis 3 jours, parce qu'en fait on attend ça n'importe quel jour, entre le 20 et le 29 je crois. Alors on en rigole un petit peu évidemment, mais pour les Britanniques c'est un sujet d'une haute importance, il n'y a aucun second degré pour eux. Comment vous expliquez qu'en 2015 cet engouement pour la famille royale demeure intact ? Je crois que c'est surtout frappant sur cette naissance, parce que sur la première, en fait, c'était quand même l'héritier du trône, c'était un futur chef d'État qui était né, donc ça pouvait se comprendre sur le plan historique des institutions. Cette 2e naissance d'un bébé qui n'aura pas la même importance que son frère aîné sur le plan dynastique, on a l'impression qu'elle nous passionne autant dans le monde entier que la première. Je crois que ça veut dire quoi ? Je crois que ça veut dire qu'on est dans une période qui est très très dure, très très difficile, et le côté éternel, à la fois conte de fées et rassurant aussi, parce que c'est de la monarchie britannique, ça nous donne une bouffée d'oxygène un peu à tous, quoi. On est content de savoir que la reine existe toujours, même si ça ne nous sert pas tous les jours. On est content de voir ce bébé qui va arriver. C'est charmant, on ne peut pas le dire autrement. C'est charmant et agréable, et c'est de l'actualité heureuse. Un petit détail technique, pourquoi avoir gardé le sexe de l'enfant secret ?
Vous savez, alors ça c'est le côté quand même très agaçant des Windsor, surtout du prince William. Ils sont personnages publics et ils passent leur temps à essayer de nous expliquer qu'ils veulent préserver leur vie privée. Alors on veut bien leur préserver une partie de leur vie privée, on est d'accord. Mais de temps en temps, ils devraient nous donner quand même un peu plus de choses. Moi, je ne sais pas s'ils savent ou pas le sexe du bébé, mais ils essaient toujours en fait de mettre un couvercle sur toutes les informations pour préserver les choses, moyennant quoi tout le monde spécule, tout le monde raconte n'importe quoi. Donc c'est le traitement de cette deuxième naissance, par exemple, c'est vrai qu'il est encore plus précautionneux que celui de la première. On a vraiment l'impression qu'on est dans un truc, c'est James Bond à la maternité, quoi. Donc par moments, c'est un peu agaçant. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je pense que c'est une espèce de volonté d'essayer de préserver à tout prix une vie privée qui, c'est vrai, par moments est très observée. Enfin, ils sont quand même chefs d'État, personnages officiels. On ne peut pas avoir les avantages et pas les inconvénients. Hein. Évidemment. Vincent Mélan, merci d'avoir été avec nous ce matin. Alors, cette naissance à Bethsabée permettra, cette fois encore, aux commerçants de tirer des bénéfices de l'arrivée de ce Royal Baby pas mal de billets après cet accouchement. 1 milliard de livres, 1,4 milliard d'euros pour l'économie britannique si le second Royal Baby est une fille, à en croire le Télégraphe qui a consulté quelques experts en la matière. Déjà plus de 200 millions d'euros immédiatement après la naissance, apprend-on. Estimation ramenée à la non moins appétissante somme de 110 millions d'euros si c'est un garçon. Le principal bénéficiaire, le secteur de la mode, d'autant que Kate est connu pour soutenir les entreprises britanniques en la matière. Et oui, exemple, les ventes de la marque Trotters avaient décollé grâce à Baby George qui avait joué au mannequin de luxe. Et pourtant, ensemble pas particulièrement de luxe, c'était 44 € l'ensemble à salopette et débardeur. On a l'impression de parler d'un joueur de foot. C'est bien plus que ça encore, on le voit sur ces images. Habillé Baby George. Merci beaucoup Bethsabée pour ces précisions. Merci Rudy et merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien.